Alors bonjour, bienvenue pour le petit cours d'aquarelle du matin, voilà, ou du soir pour ceux qui regardent le soir. Alors aujourd'hui je vais vous parler des couleurs, parce que c'est vrai qu'il y a une demande assez conséquente au niveau des élèves et des nouveaux notamment, pour justement arriver à avoir des mélanges qui fonctionnent bien avec les uns avec les autres. Alors c'est pas toujours évident vu qu'on a beaucoup de couleurs, elles ont des propriétés complètement différentes et en fonction du choix qu'on va faire, ben évidemment on va avoir des mélanges plus ou moins lumineux ou plus ou moins ternes. Alors comme je dis toujours, quand il arrive un accident qu'on n'obtient pas la bonne couleur, c'est qu'on a fait un mauvais choix. Il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. La résultante, c'est toujours les choix qu'on a fait en amont. Donc voilà, faire de bons choix, ça peut s'avérer intéressant si on ne veut pas justement détruire une couleur. Alors on sait en plus qu'une couleur peut être très belle toute seule, mais il suffit de lui juxtaposer une autre couleur pour l'éteindre complètement. Hein, que ce soit par transparence ou que ce soit en les mettant côte à côte. Donc il faut bien faire attention. Alors c'est pour ça que je privilégie déjà les couleurs monopigmentaires, ne contenant qu'un seul pigment, et transparentes. Voilà. Je sais que je garderai la transparence. Je sais que je pourrais mélanger deux ou trois couleurs ensemble sans forcément que mes couleurs deviennent opaques, lourdes ou en demi-teinte. Alors les demi-teintes c'est très bien, mais il faut savoir les utiliser convenablement. Dans un premier temps, moi je privilégie quand même les mélanges lumineux. Par principe, je dis toujours, je me répète, mais que il est plus facile d'éteindre une couleur qui est trop lumineuse, trop peps, qui est trop vive, que de ramener en vivacité une couleur qui est terne à la base. Voilà le principe. Donc j'ai toujours ma base de couleurs un peu étendue. Hein, on parle toujours des trois primaires, mais ici on va parler des couleurs principales, puisque je vais choisir des couleurs principales d'une tendance et d'une autre. Hein, dans les tendances dites froides, j'ai le jaune. On nous dit souvent que les jaunes c'est des tendances chaudes. Non, il y a des jaunes qui ont une tendance froide. Alors le jaune auréoline par exemple est un jaune qui bascule un peu sur le vert légèrement, un peu comme un jaune citron aussi, ils sont pas très éloignés. Et voilà, là on a bien une tendance froide, ça bascule doucement sur le verdâtre. D'un autre côté, je vais avoir soit un jaune indien, qui a une belle tendance chaude, ou un or de quinacridone que je privilégie ces dernières années, tout simplement parce que l'or de quinacridone se mélange beaucoup mieux avec certaines couleurs. Donc voilà, une tendance chaude, une tendance froide dans les jaunes. Au niveau des rouges, ben, je vais avoir le rouge alizarine cramoisi, que j'apprécie beaucoup, qui bascule un peu sur le violacé, donc on va dire qu'il a une tendance un peu froide. De l'autre côté, j'ai un rouge de quinacridone, tendance plutôt chaude, qui va plutôt remonter vers un vermillon, qui lui va justement nous donner des mélanges assez clash dans les orangés. Dans les bleus, je vais avoir donc comme tendance chaude mon bleu outre-mer, hein, qui granule un petit peu, qui a une tendance violacée, donc comme s'il y avait un petit peu de rouge dedans. Et dans mes bleus froids, ben, je vais utiliser le bleu de phthalo, nuance verte, appelé parfois aussi bleu primaire par certains fournisseurs. Voilà, avec ces 6 couleurs, j'ai déjà de grandes possibilités. Alors j'ai d'autres couleurs sur la palette aussi, c'est quand je les utilise plus ou moins, hein, notamment le violet, que je peux très bien fabriquer, mais enfin si j'utilise beaucoup de violet, il est intéressant de l'avoir sur la palette. Mais enfin bon, avec 6 couleurs, on peut déjà faire un maximum de choses. J'y ajoute toujours une petite couleur de terre aussi. Alors, au niveau du mélange des couleurs, et ça c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois en fonction des marques que j'utilisais, pour bien comprendre la réaction des couleurs, et pour bien comprendre comment elles fonctionnent ensemble ou pas, si elles se repoussent, si elles granulent, voilà, si elles font de beaux mélanges vivants, plutôt des mélanges ternes, bah, je fais toujours des nuanciers, on va dire, où je prends une couleur d'une tendance, une de mes couleurs principales, je viens en poser une goutte assez saturée. Voilà, là c'est en l'occurrence un or brûlé de quinacridone. J'ai passé un petit cran enfoncé des quinacridones, ça m'aide beaucoup. Et donc je rince mon pinceau vraiment grand eau, je le tape bien au fond pour enlever tout le pigment, pour avoir à prendre de la couleur pure par après. Et là je vais aller vers un bleu phthalo justement, que je vais poser ici en dessous. Pareil, j'ai pas mal une couleur qui est aussi assez saturée. Peut-être
petit peu plus liquides que celles au-dessus. Enfin, sachant que elles sont très teintantes, les phthalocyanines. Je ne vais pas surcharger trop. Je rince mon pinceau encore bien à fond. Je prends un peu d'eau dessus, je laisse un peu gorger d'eau, pas trop non plus. Et là, je viens toucher la goutte en couchant bien le pinceau. Je touche la goutte, je tire la couleur et je tire la couleur vers le bas jusqu'à créer le contact avec le bleu par l'arrière du pinceau. Là, je repasse un petit coup et puis je laisse faire. Ou je peux guider un petit peu les couleurs, voir comment, justement, elles vont se mélanger, les nuances intermédiaires. Alors, ça, de toute façon, dans un travail sur papier humide, c'est très très intéressant. Et puis je rebascule. Voilà. Alors, vous voyez que déjà, là, un peu par hasard, j'ai obtenu un petit peu comme un effet d'arbre. Je vois que c'est deux couleurs qui, quand même, peuvent me fabriquer des verres assez intéressants. Alors, l'or de quinacridone, lui, étant un cran moins foncé en termes de valeur, m'aurait donné un vert peut-être encore un peu plus vivant. Hein. On voit que se dégagent des nuances de ce que j'appellerais une forme de vert d'or. Hein. On passe par des verts, peut-être des verts presque de vessie, on a presque des verts émeraude ici au niveau du bleuté. Donc voilà, ces deux couleurs s'entendent parfaitement bien pour créer justement des variantes de vert dans un paysage. Alors privilégiez quand même l'or de quinacridone à ce niveau-là parce qu'il vous donnera des mélanges encore plus vivants, encore plus lumineux. Alors je peux parfois aussi faire ce petit truc, c'est de toucher la goutte par le côté et là de tirer sur toute la longueur. Comme ça, je vois encore possiblement de nouvelles nuances qui se créent. Et aussi la saturation, désaturation de la couleur, voir comment le pigment voyage dans l'humide. On voit ici que ça fuse très fort, ben ça c'est évidemment les phthalocyanines qui ont tendance à fuser beaucoup plus. Voilà, alors ça c'est un exercice, un petit exercice comme ça en passant, que je fais systématiquement avec toutes les couleurs de la palette. Donc ici j'ai pris l'or de quinacridone bleu phthalo, je fais or de quinacridone bleu outremer, or de quinacridone rouge de quinacridone, or de quinacridone alizarine, et ainsi de suite. Après, je change de jaune et je fais le même principe. Je teste avec toutes les couleurs. Hein. Je peux voir, si je fais un petit test, espérant que vous ayez un petit peu ouvert le syllabus ou que vous ayez quelques notions quand même de la couleur. Ben là, je vais utiliser un bleu différent qui est le bleu outremer. Et le bleu outremer, là, il bascule un peu sur le violacé. Donc, ce qui va se passer, en gros, c'est que je vais commencer à basculer sur une forme de complémentarité des couleurs. Un bleu violacé et un jaune orangé, on est bien sur une forme de petite complémentarité. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, logiquement, et c'est ce qui va se passer, je vais avoir un mélange qui se fait complètement différemment. Hop. Et on voit déjà un comportement, tout à l'heure j'ai aidé un petit peu, mais on voyait quand même bien que le phthalocyanine bougeait très fort. Ici par contre le bleu outremer, lui stagne. Hein, il crée une barrière. Alors je vais quand même l'aider un petit peu comme pour la précédente. Et on voit quand même que, évidemment, il y a des verres qui se créent. Hein, des formes de verres, mais ces verres sont quand même beaucoup plus neutres. Hein. On a des nuances verdâtres, mais elles sont quand même beaucoup plus neutres que ce qu'on peut percevoir au-dessus. Donc je sais que ce mélange, hein, bleu, jaune, orangé, de par le côté complémentaire des couleurs, jaune, orangé, bleu, violacé, je vais avoir des verres, mais je vais avoir des verres beaucoup plus neutres, qui granulent de surcroît beaucoup plus fort puisque j'ai un bleu outremer. Alors voilà, ces nuances de vert peuvent être très bien utilisées aussi dans un paysage, il n'y a aucun souci. Ceci dit, on les utilisera peut-être plus en arrière-plan pour créer justement l'effet de profondeur, avec des couleurs plus neutres, à valeur plus légère. Donc voilà.
Donc voilà, pour en revenir à ça, toujours bien penser quand vous faites des mélanges, essayez de vous poser cette question. Et là, il vaut mieux se les poser en amont que se les poser quand on est en train de peindre. Mais essayez de vous poser la question de savoir s'il n'y a pas une petite bascule sur une forme de complémentarité entre les couleurs. C'est-à-dire si vous avez à mélanger un jaune, comme je viens de le faire, à un bleu, ben, demandez-vous si ce bleu ne bascule pas sur le violet. Parce que s'il bascule sur le violet, vous allez obtenir encore une fois des couleurs ternes. Plus sur le cercle chromatique les couleurs sont proches, mieux elles se mélangeront. Hein. Alors, c'est là que, en faisant juste un croquis, on reprend la théorie des couleurs. Hein. Ça, c'est la base. Hein. C'est le minimum légal, avec le jaune, le bleu, le rouge, qui sont les primaires. Et puis, nos secondaires, qui sont le violet, le vert et l'orange. Alors, si vous prenez un jaune, hein, quel qu'il soit, et que vous le mélangez à un bleu, vérifiez que, parce que nous on a des tertiaires, hein, en fonction des couleurs qu'on choisit, demandez-vous si ce jaune, si vous avez à le mélanger pour obtenir un vert vivant, n'allez pas vers celui-ci, puisque là on est pratiquement, voilà, la complémentaire c'est celle qui est en face, la complémentaire c'est la résultante du mélange des deux autres primaires, donc bleu et rouge donne violet. Le jaune est en opposition au violet, donc si je mélange ici avec un bleu violacé, je risque d'avoir une couleur beaucoup plus terne que si je le mélange avec un bleu normal ou un bleu vert. Voilà. Donc par rapport à toutes ces couleurs, évidemment, posez-vous toujours la question de savoir comment vous allez mélanger et quelle est la tendance. Hein. J'ai un jaune, j'ai un vert, ici j'aurai un vert d'or par exemple. Et je sais que ce vert d'or mélangé avec ce bleu va me donner des verts beaucoup plus vivants que si je vais mélanger à ce bleu qui bascule sur le violacé. Hein, puisque là, l'écart n'est pas très grand. Ici, on fait carrément presque tout le tour de la roue des couleurs. Et donc, on risque effectivement d'avoir des couleurs beaucoup plus ternes. Encore une fois, c'est peut-être une bonne manière de fabriquer des gris neutres ou des bruns qui sont très lumineux. Mais attention de ne pas les utiliser trop vite parce qu'évidemment, vous risquez d'éteindre très vite votre tableau. S'il y avait une palette d'ailleurs très compliquée, c'est bien les verts. Et ce que j'aurais à vous conseiller, c'est d'éviter les verts sortis du tube. Si ce n'est ce qu'on appelle le green gold, hein, le vert d'or, qui lui est un jaune verdâtre, transparent, monopigmentaire, qui va vous donner de très beaux verts avec les bleus phthalo, par exemple. Il y en a un qui peut sortir de l'ordinaire aussi, une sortie du tube, pour moi c'est un des plus naturels, c'est le vert de vessie. Voilà, intéressant aussi, mais enfin, attention à tous les autres verts, à moins que vous ne cherchiez des effets spécifiques et que vous les utilisiez à bon escient. Hein, il y a des verts qui granulent, il y a des verts qui sont ternes, mais il suffit justement de jouer avec le rapport des couleurs. Vous connaissez le rapport des couleurs tendance chaude, tendance froide, ça s'anime mutuellement. On a aussi le côté tendance vive, tendance neutre. Il y a des travaux qui passent très très bien comme ça. Des gens qui peignent une dominante de couleur tendance neutre et un petit point d'accroche, un contraste très lumineux. Donc voilà, ça fonctionne, mais attention parce que ce n'est pas toujours ce qu'on veut obtenir justement. Alors, on va passer au niveau des mélanges de couleurs les plus intéressants, les plus lumineux. Donc, je vais commencer par les rouges, par exemple. Et donc, la base, au niveau des rouges, imaginons que je peigne des coquelicots, ce genre de choses, des roses sont rouges aussi. Ça pourrait être des bases orangées pour des petits toits de mâts provençaux. Enfin voilà, j'ai plusieurs choix. Alors, si j'utilise l'auréoline, je me dis qu'en mélange avec une alizarine, je n'obtiendrai pas forcément des rouges très vivants. Ils sont un peu crémeux. Hein. Ici, par exemple, je suis sur une note d'oranger. Voilà, un petit peu laiteux, un petit peu plus terne aussi.
Donc voilà un mélange auréoline, alizarine cramoisie. Donc je dis pas qu'il n'est pas joli ce rouge. Mais enfin, il bascule, je ne sais pas si vous le percevez, il commence déjà à basculer un petit peu vers quelque chose un peu brun. Alors c'est le choix que j'ai fait, qui fait que j'obtiens une teinte déjà un peu plus terne. Tout simplement parce que j'ai mélangé une auréoline qui a une tendance un peu verte à une alizarine qui a une tendance un peu violacée. Donc jaune, vert et rouge violacé, on est bien sur une complémentaire et je commence à obtenir des rouges qui sont moins vivants. Alors ça peut servir aussi justement à jouer entre, encore une fois, des teintes neutres et des teintes vives. Ça pourrait être une variante dans mes coquelicots assez intéressante. Mais si elle domine tout, je risque de perdre en lumière. Alors là, je vais créer un autre rouge avec l'alizarine, mais avec une couleur qui est beaucoup plus proche sur le cercle chromatique, c'est-à-dire l'or de quinacridone, alors je vais tirer l'une et l'autre avec de l'eau, pour qu'on puisse bien voir la désaturation. Et c'est là que je vois que j'obtiens deux rouges complètement différents. Alors l'un et l'autre sont intéressants, mais je sais que j'aurais tendance, puisque j'aime amener de la lumière dans la première couche, à partir sur celui de droite. Encore une fois, plus proche sur le cercle chromatique, hors de quina, alizarine cramoisie, on saute deux couleurs à peu près, et puis on obtient un rouge très intense, hein, qui est un peu orangé. Et de l'autre côté, on obtient un rouge un peu plus neutre, qui n'est pas désagréable, mais enfin bon voilà. Alors, pour les mélanges de violacés, c'est pareil. Hein, je vais mélanger, je vais partir d'une base de bleu phthalo. Je prends un bleu, hein, n'importe lequel. Évidemment, je fais pas gaffe. J'aime bien le bleu phthalo, en plus il est bien vif, il est bien pétant. Et je vais lui mélanger justement aussi de l'alizarine. Et on va tout de suite voir que j'ai un violet. Mais ce violet, il me semble bien tristounet, moi. Je vais le tirer avec de l'eau. Encore une fois, je rince toujours mon pinceau le plus possible. Et voilà, je vais le tirer un petit peu, je vais l'aider. Et je le rebascule. Voilà, alors on voit que justement, l'éclaircissement, ce violet a tendance à devenir un peu grisâtre. Et c'est toujours cette histoire de complémentaire. Hein. Le bleu phthalo a une nuance un peu verte, un peu verdâtre. Et on le mélange à une alizarine qui est un rouge. Et donc, évidemment, rouge plus bleu, nuance verdâtre, on est encore sur une petite complémentaire. Par contre, si je prends deux couleurs plus proches, l'alizarine toujours, et que j'y adjoins du bleu outre-mer, qui a une tendance un peu violacée, l'alizarine a une tendance plus violacée. Peut-être un petit peu plus rougeâtre aussi, hein. J'ai mis moins de bleu outre-mer. Ou le bleu outre-mer prend moins vite le dessus, surtout. Voilà. Et là, j'obtiens un violacé qui est très beau. Alors, il y a d'autres violacés palettes. Hein, moi, c'est un de ceux que j'aime le plus. C'est ce fameux violet dioxazine.
qui a une nuance quand même un petit peu plus bleutée, hein. J'aurais pu faire basculer ce mélange ici alizarine outremer sur quelque chose de plus proche du dioxazine. Hein, ceci dit, bah voilà, la nuance un peu plus rouge, la nuance un peu plus bleue, ça permet aussi justement de créer du rythme, puisque au fond, j'ai une tendance froide, hein, un violet bleuté, et j'ai une tendance chaude, un violet rougeâtre. Et puis, bah, j'ai un violet un peu neutre. Donc, je pourrais, pourquoi pas, dans un tableau avec des iris, imaginons, jouer de ces tendances générales. Hein, jouer sur des tendances un peu plus chaudes, un peu plus froides en avant, avec des détails dans des iris, hein, avant-plan bien chargé, bien vif, et puis jouer de quelques iris qui se perdraient peut-être dans l'arrière-plan avec justement un violacé plus neutre. Voilà, ça serait potentiellement la meilleure utilisation de ces trois tendances. Donc voilà pour les rouges, pour les violacés. Alors les rouges, je n'ai pas parlé pour l'instant non plus, j'y reviens quand même, du rouge de quinacridone. Parce que le rouge de quinacridone avec de l'or de quinacridone, ça peut nous créer aussi des rouges très vifs. Voilà, pourquoi pas. Ceci dit, il me semble toujours un peu plus laiteux. Petite granulation aussi, mais c'est le côté laiteux, moi, que j'aime moins. Je me sens moins à l'aise pour jouer de transparence après pour remonter. Alors, ce même rouge de quinacridone, si je le mélange avec du bleu outremer, ben voilà. Ce fameux rouge de quinacridone montant sur le vermillon, le bleu outremer, hein, et ben voilà, un peu violacé. Et on obtient des nuances brunes. Alors, ben voilà. Comment obtenir des bruns peut-être intéressants? Alors, maintenant, je vais vous parler du mélange, hein, le plus compliqué, le mélange des verres. Hein, les verres, on en a, moi, sous les yeux tout le temps. On les voit, mais on ne sait pas comment les rendre, on ne sait pas comment les faire s'entendre les uns avec les autres. Je vous parlais des verres sortis du tube, qui sont rarement heureux, qui donnent rarement de beaux mélanges. Voilà, privilégier justement le mélange des jaunes, des verts jaunes et des bleus. Alors, moi, ma base, hein, c'est soit de partir d'un or de quinacridone, mais j'ai une petite préférence pour le vert d'or. Alors, appelé parfois chez Sennelier style de grain, vert aussi. Mais voilà, ce vert d'or, je sais que c'est une très très bonne base. Lumière. Je refais encore mon petit test pour voir comment elles vont s'entendre. Mon bleu phthalo, vert d'or, bleu phthalo. Ça, c'est une base qui devrait être intéressante. Alors, je tire. Alors, vous voyez que j'ai choisi ce bleu phthalo. Pourquoi? Parce qu'il est évidemment plus proche sur le cercle chromatique aussi. Est-ce un jaune vert, est-ce un vert jaune? Bon, ça, on a discuté parfois avec des élèves, c'était assez marrant. Moi, je pense pour un jaune vert quand même. Et voilà, on mélange sur papier, je vois encore une fois ce que je peux obtenir. Pensez toujours, mélange palette, subtilité de couleur, mélange papier, vous allez obtenir justement des choses peut-être pas tout à fait hasardeuses, mais des variations qui sont intéressantes. Et là, je vois encore que j'ai des verres assez vivants. Je vais faire le même test avec l'auréoline, parce que je sais qu'il se mélange pas mal aussi. Mais là, je sais que je vais obtenir quelque chose, a priori, de beaucoup plus cru. Hein, qui ressemble chez Sennelier à un vert jaune brillant, je crois chez Schmink c'est un vert printemps. Enfin bon, voilà, c'est des jaunes, c'est des verts jaunes qui sont intéressants.
mais qui sont aussi parfois un peu crémeux et qui sont aussi surtout très, très peps. Hop. Encore un rinçage, désolé pour l'image qui tremblote. Voilà, là j'aide un petit peu. On voit qu'il manque un petit peu d'humidité. Alors l'auréoline a une tendance comme ça à sécher un tout petit peu plus vite que d'autres. Donc ça c'est toujours le côté plus amusant, faire voyager la couleur. On voit d'ailleurs qu'elle ne voyage pas du tout de la même façon. Alors je peux encore venir tirer sur le côté, hein, voir ce que je peux obtenir en éclaircissant tout ça. Voilà, alors là je peux obtenir à partir de ces mélanges vraiment toute une variété de verts. Hein. Alors je refais l'expérience, encore une fois, vert jaune, jaune vert, avec à ce moment-là maintenant, par contre, je vais changer de bleu et je vais aller chercher un bleu outre-mer. Alors bleu outre-mer toujours, j'aurais pu utiliser un bleu phthalo nuance rouge, mais ils sont trop chargés à mon goût. Et puis ils n'ont pas cette petite granulation que j'apprécie dans le bleu outre-mer, ça permet de créer justement des choses intéressantes, des matières. Voilà, on voit encore que l'outre-mer a toujours du mal à... Hop, voilà, je l'aide encore un petit peu. Mais voilà, on voit qu'on obtient des nuances verdâtres, mais qui sont beaucoup plus ternes. Hein, ça se renvoie beaucoup moins visuellement. La balle, on a quelque chose de beaucoup moins vif, même en termes de contraste des oppositions. Hein, ici, le jaune et le bleu, on voit que ça renvoie de beaux contrastes assez heureux. Ici, justement, c'est pareil. Hein. Par contre, ici, voilà, il n'y a pas ce rapport très vif, ce choc visuel. Voilà pourquoi je privilégie ces bases de couleurs quand je crée mes bases de végétation dans un paysage, par exemple. Alors, pour trouver un vert qui puisse permettre de monter au-dessus avec des verts plus foncés, voilà, c'est souvent le problème. On va avoir tendance, quand on veut foncer des verts, à utiliser des verts sortis du tube, mais à leur mélanger du brun, à leur mélanger, pourquoi pas, j'ai déjà vu ça, du noir, voire essayer une opposition avec une complémentaire. Ça donne très souvent des couleurs un peu neutres. Alors, moi, je me suis trouvé un petit mélange. J'ai rien inventé, hein, c'est pas moi qui me le suis trouvé. Je l'ai lu et puis je l'ai pratiqué un peu par hasard, parce que je ne pratique pas tout ce que je lis. Il y a des fois ça filtre. Donc voilà, je sais qu'avec une terre d'ombre brûlée, en mélangeant un bleu phthalo, alors une terre d'ombre brûlée qui est composée justement d'un pigment, un oxyde ferreux synthétique, et voilà, et là je vais obtenir une base de bleu verdâtre composé de bleu phthalo aussi, donc je ne manque pas en rupture avec ma palette. Voilà, ça a toujours bien pensé aussi. Attention à bien toujours garder la base que vous avez créée. Voilà, alors ce brun vert, je peux encore le charger un petit peu, ce bleu vert, pardon. Mais là, il va commencer à basculer doucement sur une forme de simili gris périlane. Voilà, il commence déjà à être plus neutre. Mais je sais que si je joue avec tout ça, je vais obtenir justement des variations entre quelque chose de vif, quelque chose de neutre, et que ça va, encore une fois, se renvoyer la balle entre les tendances chaudes, tendances froides. Donc je compose avec tous mes petits outils. Voilà de belles tâches. Et il faut en faire des tâches, on n'y pense pas, mais c'est absolument nécessaire pour comprendre, encore une fois, comment fonctionnent les pigments,
hein, comment il se désature, comment il granule, comment il crée des tendances vides, des tendances neutres. Voilà, c'est faire des gammes au fond. Hein, quand on sait comment ça fonctionne, quand on a les automatismes, qu'on a compris les gammes de couleurs, comment elles fonctionnaient, quelles utiliser pour obtenir tel ou tel effet, ben, en fait, on se crée des automatismes et on est beaucoup plus présent dans notre peinture voilà, pour garder cette pleine présence quand elle n'est plus là, ou quand on commence à chercher en aquarelle, on va vite se planter ou faire une erreur ou créer quelque chose de pas voulu. Donc voilà, travaillez la technique, travaillez votre connaissance des couleurs. La palette de couleurs, c'est comme une palette de saveurs, c'est comme une gamme pour un musicien. Si on la connaît bien, ça va dérouler tout seul et on va pouvoir se permettre créativement des choses qu'on ne peut pas se permettre quand on est en train de chercher, quand on travaille. Et c'est là que peut-être l'aquarelle devrait être une école d'anticipation aussi, si on n'a pas les acquis techniques qui nous permettent de nous libérer évidemment. Enfin, dans un premier temps, pensez bien votre travail, essayez de construire les choses, de voir déjà les rapports de couleurs qui peuvent fonctionner ou pas, les dominantes que vous avez imposées, les contrastes, les juxtapositions de couleurs. Encore une fois, vous pouvez éteindre très vite une couleur en mettant à côté quelque chose qui ne fonctionnera pas. Il y a de très beaux rapports de violacé, de vert par exemple, mais il suffit de choisir le mauvais violacé, le mauvais vert pour créer quelque chose qui ne sera pas visuellement très intéressant. Alors c'est là que maintenant, profitant de cette palette justement orientée sur les verts, je vais vous montrer comment partir d'une base. Simplement. Voilà, ça c'est mon vert d'or. Vert d'or, pas trop saturé. Là, je suis là pour jouer sur des transparences au départ. Ce vert d'or, je vais lui adjoindre une petite pointe de bleu phthalo. Je vais répéter l'opération. Et au fur et à mesure, j'incorpore de plus en plus de bleu phthalo. Donc là, j'ai déjà 5 nuances de vert. Et si je prends en compte le fait que je ne les ai pas trop saturés, je pourrais obtenir 5 nuances de vert, mais en charges différentes. Et donc, évidemment, je peux encore changer les valeurs. Je pourrais avoir un vert clair ici, avoir un vert très très foncé. Par exemple, je vais le faire en mettant une charge plus importante de pigment, moins d'eau, une couleur plus crémeuse. Et voilà à peu près la même couleur, mais qui, elle, serait très saturée. Donc on peut aussi échelonner les valeurs. Entre ça et ça, on pourrait échelonner en 5 valeurs. Il suffit que je mette un peu plus d'eau, valeur intermédiaire, encore un peu plus d'eau. Là, je prends carrément une goutte de couleur sur le côté pour bien la délayer. Et voilà, je suis pratiquement... Variation de couleur, désaturation de couleur, vous avez 2 outils pour justement créer plein de variations et ne pas rester tombé toujours dans le même vert. Hein. Attention à ne pas repeindre systématiquement toutes vos masses. Laissez des verts de première couche transparaître à travers des verts de seconde couche. Un petit effet intéressant ici au séchage. Voilà, on voit une capacité des pigments. Hein, c'est la terre qui repousse un petit peu, la terre d'ombre brûlée que j'ai ajoutée. Très intéressante, hein, cette terre d'Annie Smith justement, elle a des comportements très spécifiques. Et ça le fait un tout petit peu, parce que j'en avais ajouté un tout petit peu, mais là ça le fait assez fort. Et ça c'est très très intéressant visuellement. Voilà, c'est le genre de choses, on va essayer de tripoter, et malheureusement on va gâcher un bel effet. Hein, voilà, évitez de trop tripoter quand vous voyez faire ça, surtout ne touchez à rien. On peut repasser un glacis humidification si vraiment c'est gênant, mais enfin bon, lâchez prise sur votre envie de tout contrôler, surtout en aquarelle.
Alors au final, dans ce vert, ben, je vais abandonner progressivement le vert d'or et je vais me concentrer sur, comme le mélange que j'ai fait tout à l'heure, sur du bleu phthalo avec, hop, la fameuse terre d'ombre brûlée, où là je bascule sur quelque chose de plus bleuté évidemment, délayé, voilà. Là le bleu phthalo domine encore, nuance, là plus foncé, un petit peu d'eau, plus clair, encore plus d'eau. Et il y a un moment où, hop, si j'exagère trop, le brun va dominer, et là j'obtiens déjà quelque chose de beaucoup plus neutre. Ce qui ne veut pas dire que c'est une nette couleur. Hein. Et chaque fois un peu plus d'eau sur le pinceau. Voilà pour la palette de verre. Et ici, je ne vous ai pas encore sorti toutes les variations possibles, évidemment, puisque j'en retrouve déjà des variations très différentes ici. Celle-ci, par exemple, je ne l'ai nulle part ici. Hein, y a d'autres variations de verre que je n'ai pas forcément présentes. Enfin, vous voyez déjà tout ce que je peux obtenir avec 3 couleurs. Voilà. Pas besoin d'aller chercher autre chose. Alors, je pourrais aussi, pourquoi pas, hein, essayer de salir mes bleus-verts avec du rouge. Hein, là, je récupère une pointe d'oranger. Et là, voilà, j'obtiens des nuances qui commencent à basculer sur des verts olives très neutres. Et en fonction du rouge que je choisis, je vais plus ou moins neutraliser cette couleur. Et obtenir doucement des verts bruns, voire des bruns bruns. Ça, c'est avec les mélanges de rouge, que je trouve beaucoup moins intéressant. On ternit tout de suite très fort. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas de moche couleur, hein, il y a moyen d'utiliser tout ça. Voilà pour cette petite séquence. Allez, petite pause, à tout de suite. Alors, autre mélange intéressant, hein, je vous ai montré la palette de verts, comment obtenir des verts très foncés à partir d'un bleu et d'un brun. Ben voilà, il y a d'autres bleus qui sont intéressants pour fabriquer des couleurs aussi. Notamment le bleu outre-mer. Ben voilà, mes deux bleus servent aussi à fabriquer des couleurs à valeur foncée, les valeurs les plus fortes. Voilà un beau bleu outre-mer à la base. Valeur moyenne, eh ben, je vais lui adjoindre progressivement de la terre d'ombre brûlée. Et au fur et à mesure, eh ben, je vais griser ce bleu outre-mer avec une terre d'ombre brûlée. Hein. Voilà. Plus j'en rajoute et plus je neutralise. Alors, cette neutralisation est très très intéressante parce que en dégradant et en mettant énormément d'eau, je vois tous les niveaux de gris neutre que je peux avoir. Et là, je pourrais l'étendre parce que mon eau est sale, je pourrais encore l'étendre à l'infini. Là où ça va être intéressant, c'est que ce gris neutre va nous permettre des petits mélanges. Alors, on prend une petite pointe de bleu phthalo. Créer des nuances, des variations de gris neutre avec des petites tendances. Des tendances bleues d'une part. Je pourrais chercher un petit peu d'or de quinacridone et mettre une petite tendance chaude. Ils vont assez bien se mélanger. Et je vais éviter le côté opacifiant, neutre à mort, laiteux des neutral grey. Bon, ça c'est un choix personnel. Hein. Les gens travaillent très bien avec des neutral grey. Moi, c'est pas toujours, c'est pas ma tasse de thé. Comme
je fais beaucoup de mélange, voilà. Et voilà, je peux varier, ici un petit peu de violacé, de l'or, mais tout ça fonctionne bien. Voilà, à utiliser dans des drapés ou à utiliser pour dessiner des petites fleurs transparentes. Voilà, ces nuances de gris peuvent être très très intéressantes. Petite granulation au départ, bleu outre-mer évidemment, mais on voit qu'avec beaucoup d'eau, les granulations disparaissent. Puis les granulations, ça fait partie du truc aussi, moi j'aime beaucoup ça. Alors, une fois justement que mon brun va prendre le dessus dans le mélange, oups, là, il y a une petite pointe de bleu phthalo qui est venue se remettre dans la sauce. Voilà, une fois que mon brun va dominer, là je vais commencer à passer sur carrément des noirs chauds. Hein. Un peu plus d'ombre brûlée. Et là, ben, je commence à basculer doucement sur des sépias. Jusqu'à ce fameux terre d'ombre pur. Il est assez chaud. J'aime beaucoup aussi. Ça s'entend très bien avec les violacés, avec les rouges. Voilà, vous pouvez mettre les pointes de ce brun pour assombrir des rouges. Donc on a vu un petit peu comment foncer des bleus, obtenir des bruns très sombres, des noirs, des gris neutres. On a fait les verts, on a fait un peu de rouge, de violacé. Donc je pense que là, en termes de mélange, on a déjà fait pas mal de choses intéressantes. Maintenant, je vais quand même voilà, passer sur comment obtenir des bruns avec justement sa palette de base. Ici, le terre d'ombre brûlée est intéressante parce qu'on peut obtenir plein de mélanges différents. Mais je sais que je peux fabriquer mes bruns moi-même. Ils sont souvent plus lumineux en fait. Voilà, on va faire la petite expérience. Ceci dit, ici, c'est vite fait d'obtenir des couleurs très sombres. Et ça me permet d'éviter des couleurs qui contiennent trop de noir aussi. Hein, puisqu'ici, je n'ai pas de couleurs qui contiennent noir. Hein. Puisque finalement ici, j'ai ce qu'on pourrait appeler une forme de gris de Payne, un gris bleuté, hein, dont on surabuse parfois, certains avec doigté, mais d'autres justement en abusent trop. Il contient beaucoup de noir et il a tendance à ternir assez vite. Et puis les sépias qui sont un peu pareils, qui contiennent du noir et qui ont tendance à neutraliser assez vite la peinture. J'utilisais avant beaucoup ces couleurs pour obtenir justement des valeurs très sombres, pour étalonner mon échelle de valeurs et oser aller chercher des presque noirs. Mais au fond, quand je regarde ces peintures, maintenant, je trouve que ça manque de lumière. Hein. Il y a bien des clairs-obscurs intéressants, mais ça manque de vivacité dans les couleurs et de jeu de couleurs surtout. Hein. On a l'impression d'avoir une peinture un peu monoteinte comme ça, qui bascule évidemment entre bleu et brun, mais beaucoup plus éteint que les mélanges que je vais vous faire maintenant. Alors, je vais prendre par exemple un violet. Je pourrais fabriquer, ici j'ai du violet dioxazine. Et je vais mélanger juste de l'or brûlé de quinacridone. Et là, voilà. J'obtiens un brun que je pourrais relever avec une pointe d'alizarine. Ça, c'est des mélanges qui vont assez bien fonctionner sur les teintes de carnation. Alors, je vois que cette alizarine, elle bascule un peu, donc je vais la relever avec un peu plus d'or de quinacridone. Là, je commence à basculer sur un peu des terres d'ombre aussi. Je vais remettre une pointe de rouge. Et mon mélange devient un peu plus rouge-orangé. Et donc là, je peux aussi opposer, mettre un petit peu de bleu phthalo. Et là, je rebascule sur quelque chose d'un peu plus neutre. On va remettre une pointe d'outre-mer dedans. Voilà. Là, on a plein de nuances de brun intéressantes. Hein. Ceci dit, voilà, je vais partir pour créer un brun peps, vais-je dire, or brûlé de quina. Alors,
monte la palette, voilà, un rouge orangé avec de l'alizarine. Et puis je mets une petite pointe, je vais d'abord tenter le bleu outre-mer. Je vais remettre du bleu outre-mer. L'avantage du bleu outre-mer, c'est qu'il ne me fait pas basculer très vite la couleur. Voilà, des bruns très très intéressants. Par contre, je sais que le bleu phthalo, lui, comme il est très très colorant, il va avoir un impact très rapide sur le mélange. Il va le verdir très fort. Et là, comme il a verdi, je vais remettre du rouge dedans. Là, il a rebasculé, évidemment, très fort. Un petit peu d'or de quina. Voilà, ramener une base sombre. Et encore mettre une petite pointe de bleu phthalo dedans. Vraiment une petite pointe. Sinon, on a un mélange qui devient très vert très vite. Alors je tire avec de l'eau. La lumière baisse aussi doucement ici. Jour d'automne, mais vous voyez, les nuances de brun que je peux obtenir sont vraiment magiques pour moi, même plus intéressantes que celles-ci, les ombres brûlées, qui ont tendance à être un petit peu plus neutres. Là, on sent quand même qu'il y a de la lumière. On pourrait jouer avec ces tendances dans un tronc d'arbre, etc. C'est très très intéressant. Donc voilà comment fabriquer des bruns. Alors encore une fois, voilà, j'ai mes couleurs aussi. Tous les élèves de promo sociale n'ont pas encore ces couleurs. Donc voilà, il va vous falloir faire des tests et voir ce que vous pouvez obtenir avec vos couleurs. Et si vous voulez vraiment obtenir des choses comme moi, il va vous falloir prendre les mêmes couleurs. Donc or de quinacridone, ou or brûlé de quinacridone, alizarine cramoisie, bleu phthalo, bleu outre-mer et terre d'ombre brûlée. Et avec tout ça, vous voyez ce que j'ai pu. Alors le vert d'or aussi, évidemment. Mais voilà. Et bien voilà pour cet ensemble. Hop, je monte un petit peu. De tests couleurs. J'espère que ça aura pu justement vous apporter des idées, une meilleure compréhension. Essayez toujours de réfléchir à cette petite complémentarité entre les couleurs possibles pour éviter d'obtenir des teintes neutres. Voilà, mais sachez aussi que ces teintes neutres, on peut les utiliser. Donc une fois que vous aurez compris la tendance d'une couleur et l'influence qu'elle peut avoir sur un mélange, normalement vous devriez déjà garder beaucoup plus de lumière dans votre peinture et moins ternir. Alors l'important aussi, évidemment, ça va être de respecter la base sous-jacente, c'est-à-dire votre première couche. Si vous avez mis une teinte d'une couche, faites attention de partir sur une des couleurs, au moins qui soit la même base. Sinon, vous risquez de créer justement une rupture. Alors ça peut être une rupture de valeur ou une rupture de teinte. Donc voilà, faites attention et connaissez aussi bien les propriétés, c'est-à-dire je vous ai dit souvent que le bleu phthalo est très, très teintant, que le bleu outre-mer est granulé. Voilà, c'est des choses que vous avez à savoir pour maîtriser un tant soit peu vos outils et peindre de manière plus détendue en évitant les accidents malheureux ou en évitant de chercher. Quand on cherche, il y a un niveau de séchage sur le papier, on s'en est pas rendu compte, on ramène de l'eau. Quand tout ce processus est maîtrisé, on peut jouer avec tout ça. Mais quand on ne connaît pas bien justement tous ces détails, et Dieu sait s'il y a en savoir en aquarelle, ça va tout de suite être plus compliqué et on va prendre moins de plaisir évidemment. Donc pensez toujours que ce genre de travaux peut vous paraître évidemment un peu rébarbatif, mais c'est vraiment important de les faire. Et pour chaque travail, on devrait essayer justement des petites choses, des petites tendances, des premiers jets où on ne cherche pas à réussir, où on essaie justement d'anticiper sur d'éventuelles problématiques et surtout anticiper et avoir déjà fait des choix en amont pour éviter de se poser des questions en plein cours de travail.
Voilà, voilà, j'en ai fini. Et bien, merci à vous de votre écoute. Et puis, ben, à bientôt par visio. Merci.